Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 20 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le président français Emmanuel Macron a interpellé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, exprimant des préoccupations quant aux trop nombreuses pertes civiles dans la bande de Gaza, selon l'Élysée. Macron a souligné la nécessité de protéger efficacement les civils lors des opérations militaires en cours. Et l'armée française a réalisé avec succès un tir d'essai du missile stratégique mer-sol M51-3. Il va sans dire que l'essai s'est déroulé sans charge nucléaire et en respectant les engagements internationaux. L'essai avait pour but de mettre en avant la force de dissuasion française. Et Sam Altman, qui a été récemment licencié de son poste de PDG d'OpenAI, a été invité par la France pour contribuer à l'accélération de l'intelligence artificielle dans l'Hexagone. Le gouvernement français cherche à favoriser l'innovation dans ce secteur stratégique. À noter que le développement de l'intelligence artificielle génère des inquiétudes pour beaucoup dans les domaines de l'emploi et de l'information notamment. Et à Paris, des centaines de militants ont défilé ce week-end pour marquer le 5e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. 8 personnes ont été interpellées alors que les préoccupations de nombreux Français qui étaient à l'origine du mouvement, comme la hausse du coût de la vie, du carburant et de l'âge du départ à la retraite, sont toujours d'actualité. Et toujours à Paris, la tension monte alors que la mairie compte faire enlever près de 600 des 900 kiosques pliants des bouquinistes sur les quais de Seine, en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Cette décision suscite l'indignation parmi les bouquinistes et leur soutien, aussi bien en termes de revenus pour les commerçants qu'en termes de préservation du patrimoine parisien. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui, une fois n'est pas coutume, va aussi nous parler de la Chine. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Une enquête sans précédent de la Commission américaine a dévoilé les secrets d'un laboratoire biologique chinois clandestin en Californie. Le laboratoire en question a été découvert dans la petite ville de Ridley en décembre de l'année dernière. Depuis, l'enquête a révélé que plus de 20 agents pathogènes, dont le SARS-CoV-2, le VIH et d'autres maladies graves, étaient présents sur le site clandestin. Mais, étrangement, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, autrement dit le CDC, a refusé de tester certains échantillons, ce qui a évidemment suscité des interrogations quant à la gestion de cette situation extrêmement délicate. Le rapport incriminant fournit des milliers de pages de documents et de preuves, notamment sur les liens entre le propriétaire du laboratoire, Jiabei Zhizhu, et le Parti communiste chinois, ajoutant une dimension politique à cette affaire. Je vous propose de découvrir tout de suite les détails en images. L'année dernière, des fonctionnaires de la ville de Ridley ont trouvé environ 1 millier de souris transgéniques, des produits chimiques dangereux et des milliers de flacons contenant des agents pathogènes dans le laboratoire biologique clandestin de Californie. Les employés du laboratoire ont déclaré que les souris avaient été génétiquement modifiées pour attraper et porter le virus du Covid-19. Pourtant, après 9 mois pendant lesquels les fonctionnaires municipaux ont tiré la sonnette d'alarme, le FBI a refusé d'enquêter et le CDC a refusé d'agir. Le fait que, lorsque les responsables locaux ont contacté le CDC, ils n'ont pas obtenu de réponse et dans certains cas, on leur a raccroché le téléphone est également inacceptable. Je pense donc que la prochaine étape pour la Commission consistera à déterminer s'il est nécessaire d'adopter une législation pour donner au CDC des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Devons-nous procéder à un contrôle trimestriel, par exemple? Mais cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'existence d'autres laboratoires biologiques potentiels en Amérique et à notre vulnérabilité face à une attaque biologique. Après le rejet du CDC, les fonctionnaires municipaux se sont tournés vers leur représentant local, le député Jim Costa, pour obtenir de l'aide. Costa a déclaré à NTD qu'il y avait des leçons à tirer de cet exemple. Nous voyons à quel point il est facile de transporter des maladies infectieuses dans le monde entier. Costa estime que les États-Unis sont très conscients des problèmes posés par le Covid et s'inquiète de la manière dont il s'est propagé. Après que Costa a convaincu le CDC de visiter le laboratoire non agréé,
ils ont identifié, sur la seule base de l'étiquetage, au moins 20 agents potentiellement infectieux, dont le coronavirus, le VIH, le paludisme, l'hépatite et l'herpès. Mais selon le rapport, le CDC a refusé de tester les échantillons après des demandes répétées, même lorsque la ville a proposé de payer pour cela, par souci de santé publique. Un réfrigérateur étiqueté Ebola a également été trouvé dans le laboratoire. Cependant, interrogé par courriel, le CDC a déclaré que les échantillons présents dans ce congélateur ne méritaient pas d'être testés, car ils n'étaient pas eux-mêmes étiquetés Ebola. Puis l'agence de santé publique a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de la présence d'agents sélectifs ou de toxines, et a demandé à l'État et aux autorités locales de détruire tout le matériel. Par ailleurs, l'enquête a révélé des liens entre le propriétaire du laboratoire et le PCC, ainsi que d'importants transferts de fonds inexpliqués à partir de comptes bancaires chinois. Le propriétaire du laboratoire, Jabei Jesiju, a été condamné par un tribunal canadien à l'équivalent de 300 millions d'euros pour vol de propriété intellectuelle en 2016. Le fugitif était un ancien cadre de l'Organisation de fusion militaire et civile du PCC. Le lien financier avec le PCC et les antécédents judiciaires du propriétaire du laboratoire ajoute une dimension inquiétante à cette affaire transnationale. Et bien sûr, cette découverte, dans un laboratoire clandestin en Californie, soulève des préoccupations sérieuses, même ici en France. Pensez-y, l'incapacité des autorités américaines à agir promptement face à la présence de laboratoires clandestins jouant avec le feu est intrigante. Et le refus du CDC de tester certains échantillons, notamment ceux provenant d'un congélateur étiqueté Ebola, suscite des interrogations légitimes. Car les conséquences d'une telle négligence peuvent être graves, avec un risque accru de propagation de maladies infectieuses dangereuses et une menace potentielle pour la santé publique mondiale. Imaginez les dégâts, ne serait-ce qu'en considérant le virus Ebola, qui a un taux de létalité de 25 à 90% une fois la maladie contractée. Il est donc impératif que des mesures soient prises, aux États-Unis comme chez nous, pour prévenir la récurrence d'un incident similaire. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et on passe à l'international avec les élections en Argentine. Dimanche soir, Javier Milei a été élu avec près de 56% des suffrages. Surnommé le Trump argentin, Javier Milei, le candidat libéral qui faisait face à l'actuel ministre de l'économie Sergio Massa, a été élu pour 4 ans sur la base de sa campagne anti-système et anti-woke. Son adversaire l'a félicité et lui a souhaité bonne chance. Et à Gaza, des images révèlent que des otages ont été conduits au sein de l'hôpital Al-Shifa. L'organisation terroriste du Hamas s'était servie de l'hôpital pour stocker des armes et retenir des otages. Et des rebelles houthistes du Yémen soutenus par l'Iran se sont emparés du Galaxy Leader, un cargo transportant des automobiles qu'il présente comme un navire israélien. Quant à lui, l'État hébreu dément cette déclaration. Le bateau est exploité par une société japonaise et le gouvernement israélien a déclaré qu'il n'y avait aucun Israélien à bord du navire. Et on passe, ou plutôt on repasse aux actualités Chine maintenant avec Vladia. Vladia, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Mercredi dernier, des manifestants se sont rassemblés au sommet de l'APEC à San Francisco avant la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Mais un fauteur de troubles a attaqué un groupe de manifestants et un de nos confrères de NTD. Cet homme a vandalisé l'un des appareils du groupe. J'ai alors commencé à le filmer pour essayer de le dissuader de recommencer, mais il est revenu et a saisi leur bannière. Il m'a frappé ensuite. Juste après, un agent en civil l'a maîtrisé et l'a fait partir. L'incident s'est déroulé là où se réunissaient les chefs d'État et les chefs d'entreprise pour les réunions de l'APEC. Des manifestants avaient saisi l'occasion pour se faire entendre. Les manifestations ont commencé à s'intensifier à l'extérieur de l'hôtel où réside le chef du régime chinois. Mercredi, quelques centaines de manifestants soutiens du Tibet ont remonté la 5e rue du centre-ville. Ils criaient entre autres « Xi Jinping n'est pas le bienvenu ici »,« Abat le PCC » et « Tibet libre ». Quelques groupes de pratiquants de Falun Gong tenaient également des banderoles appelant à mettre fin à la persécution de cette pratique par le PCC en Chine. C'est alors qu'un homme d'apparence assez jeune s'est montré. Vers 10 h, un groupe pro-PCC est venu ici. L'un d'entre eux, un garçon, a donné des coups de pied et a détruit nos haut-parleurs.
Il a également arraché une de nos bannières et agressé quelqu'un. Selon certains retours, le groupe pro-PCC a potentiellement été engagé par le consulat chinois de New York. On a vraiment l'impression qu'il avait prémédité son acte. Ce n'est pas comme s'il passait par là et qu'il avait agi sur un coup de tête. Le PCC est connu pour mener des opérations de répression transnationale à l'étranger. Notre confrère a déclaré que cette attaque lui rappelait un incident survenu dans le quartier de Flushing à New York en 2022. Un homme asiatique avait attaqué des stands d'information destinés à faire la lumière sur la persécution du Falun Gong par le PCC. Il a depuis été inculpé pour crimes de haine et actes délictueux visant les biens des personnes. En Amérique, nous avons la liberté d'expression, la liberté de la presse. Mais ils n'ont pas le droit d'attaquer quelqu'un et d'essayer de le réduire au silence ou de l'intimider pour qu'il n'utilise pas son droit à la liberté d'expression. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique de cultivation pacifique fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique a gagné en popularité en Chine dans les années 90. Cela a été jusqu'à ce que le régime chinois se retourne contre la pratique en 1999 et commence à emprisonner et à torturer massivement les pratiquants. Voilà pour les nouvelles du jour, on espère sincèrement que ces soutiens du régime chinois prendront conscience de la gravité de leurs actes et remettront en question leur point de vue. On devrait tous être capables de se remettre en question, c'est valable aussi pour nous-mêmes bien sûr. Mais respecter son prochain, je pense que c'est fondamental. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et pour terminer, prenons un peu de hauteur. Saviez-vous que l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, présentait un mystère géologique. En 1994, des scientifiques ont découvert qu'elle semblait flotter sur le plateau qui relie la province chinoise du Qinghai au Tibet, sans les racines crustales habituellement présentes. Les racines crustales sont les parties profondes et solides de la croûte terrestre qui aident à soutenir les montagnes et les chaînes de montagnes. Ce phénomène unique continue d'intriguer les scientifiques, remettant en question nos connaissances sur la formation des montagnes. De plus, des spéculations sur un grand espace souterrain sous l'Himalaya stimulent l'imaginaire, induisant la nécessité peut-être de renouveler notre approche pour explorer la planète. Le mystère en tout cas de l'Himalaya reste un défi pour notre science moderne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.